Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 148 jours d'audience, 20 prévenus, désormais tous condamnés, 10 mois de procès, 19 accusés sur 20 reconnus coupables de tous les chefs d'accusation. Tout est-il juste dans ce procès historique? N'y a-t-il pas eu également trop de provocations de Salah Abdeslam? On en parle tout de suite. Augustin Moriot vient de rappeler les jours d'audience, les prévenus. Et on rappelle aussi les 130 morts, le nombre de blessés, le massacre de ce qu'a été le Bataclan, et dans des rues aux alentours, dans le 11e arrondissement. Et voilà, le verdict a été rendu, ça ne ramènera personne. Est-ce que ça règle le problème? En tout cas, ça règle les problèmes pour les familles des victimes. On va en parler avec Olivier Fischer. Bonjour Olivier Fischer. Bonjour. Vous étiez le 13 novembre au Bataclan. Alors moi j'étais pas au Bataclan, j'étais sur la terrasse d'un bar qui s'appelle le Carillon, oui. Voilà. Et qui était rue dans le 11e, c'est ça? Voilà, dans le 11e arrondissement, à côté du canal Saint-Martin, pas très loin de la place de la République. Et c'est un des nombreux bars en fait qui ont été visés aussi par une équipe de terroristes, une voiture qui transportait notamment Abdelhamid Abaoud, son nom bien sûr. Est sorti beaucoup dans la presse, mais aussi par exemple Brahim Abdeslam qui était le frère de Salah Abdeslam, qui vient d'être condamné à la perpétuité. Voilà. Incompressible, comme on dit. Exactement. Alors, et Abaoud, c'était celui qui abritait aussi un certain nombre de terroristes, je crois. Alors, Abaoud, il a été en réalité abattu par la police à Saint-Denis. Et effectivement, dans un immeuble où il y avait effectivement, il a été hébergé par un individu qui défraie assez souvent la chronique, qui s'appelle Jawad Ben Daoud, et qui aujourd'hui, malheureusement, est libre. Alors, justement, en fait, on va pas tout raconter ce qui s'est passé, on assume, mais comment vous l'avez ressenti à ce moment-là, quand ils sont arrivés? Ça a été tout de suite la mitraille, ça a été tout de suite, ça a été les explosifs, ça a été quoi? Vous, dans ce café, je veux dire. Oui, en tout cas, le soir du 13 novembre, c'était plutôt un soir où à Paris, on profitait des derniers beaux temps du mois de novembre. Les gens pouvaient être encore en terrasse et il y avait cette insouciance des vendredis soirs. Et effectivement, moi, personnellement, j'ai eu énormément de chance parce que j'étais un peu excentré par rapport à la terrasse, parce que je passais un coup de fil, et donc du coup j'ai pu voir arriver cette voiture qui avait des vitres teintées et sortir un bonhomme avec une Kalachnikov dans les mains. Et il se trouve que par réflexe, je sais pas, de survie, peut-être aussi par conscience politique un peu plus aiguisée, j'ai tout de suite compris que c'était un attentat, et là j'ai pu commencer à m'enfuir. Vers l'intérieur du café? Alors pas vers l'intérieur du café, en fait dans la rue. Je suis redescendu, j'ai redescendu la rue vers le canal Saint-Martin, et là c'est là où j'ai entendu les premiers coups de feu, le cri de Brahim Abdeslam qui a crié Allahu Akbar en tirant. Ah oui, vous l'avez entendu? Oui, bien sûr, absolument. Et donc vous avez été blessé vous-même? Voilà, moi j'ai été blessé donc au bras. Heureusement, je remercie en tout cas la Providence d'avoir fait en sorte que j'ai pas énormément de séquelles, et voilà. En revanche, fait, vous avez eu le réflexe. Enfin, vous avez téléphoné, vous auriez été sur la terrasse. Vous étiez. Ah oui, j'étais mort. J'étais mort. Alors, qu'est-ce que aujourd'hui, nous sommes en 2022. Presque 7 ans, il y a eu ce procès. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez, au-delà évidemment de votre blessure, bien sûr, au-delà avec ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous estimez que, au fond, il y a eu un procès? Est-ce que c'est un procès? On dira jamais que c'est un procès pour rien, mais est-ce que ça a réglé quelque chose pour vous? Qu'est-ce que ça vous a laissé, tout cela? Alors d'abord, je pense qu'un procès, c'est extrêmement important pour démontrer la culpabilité quand même des accusés. Parce que ça,
c'est important qu'il y ait un acte juridique qui dise, voilà, les accusés qu'on nous présente, en tout cas, sont bien des terroristes, parce qu'après, on peut les qualifier, aussi bien dans la presse que dans des discussions, de terroristes. Les peines, c'est autre chose, on pourra en parler après. Oui, non, bien sûr. En mais tout vous dites cas, au moins, on sait que c'est terroriste, on va pas dire encore exactement. que ça s'est passé comme ça, et que c'est des familles décomposées, et la misère qui a engendré ça. Exactement. Comme si tous les gens qui étaient pauvres, etc., se transformaient en massacreurs. Voilà, la exactement. Kalachnikov, oui. Et je dois dire que, par exemple, pour les familles des victimes, moi j'ai perdu un ami sur la terrasse du Carillon ce soir-là, Sébastien, qui est mort de 7 balles dans le corps. Et je pense que sa mère a ressenti un vrai soulagement au moment où elle a entendu le juge prononcer la sentence et la caractérisation du fait que les accusés étaient bien en association de malfaiteurs terroristes et pas terroristes de n'importe où. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est terroriste islamiste. Voilà. Oui, parce que très longtemps, on faisait attention, pas d'amalgame, on ne va pas caractériser, on ne va rien dire, etc. Vous dites qu'au moins, le procès a permis de faire toute la lumière. En tout cas, là-dessus, il a permis de faire la lumière. Après, il y a d'autres questions qui restent en suspens. On a, par exemple, à mon avis, pas purgé justement des questions extrêmement importantes, qui sont la relation, notamment entre, par exemple, les flux migratoires qui ont pu avoir lieu en 2015 et par lesquels se sont infiltrés les terroristes islamistes du 13 novembre. Toutes ces questions-là, on n'a pas réussi encore à véritablement les interroger, à ce que veut dire le phénomène migratoire et notamment comment, à certains moments, des extrémistes s'en servent. Tout migrant est un terroriste, c'est faux, mais que quelques terroristes se sont glissés dans le mouvement migratoire et ont profité de ce... Voilà, et surtout la faiblesse peut-être de la France et de l'Europe à pas réussir à surveiller ou en tout cas à interroger les gens qui rentrent sur notre territoire pour savoir si oui ou non véritablement ils sont prêts à respecter notre contrat social, notre culture, etc. Donc ça c'est voilà une des grandes questions. Il y en a d'autres. Oui, c'est clair. Non mais est-ce que alors justement Olivier Fischer, est-ce que vous estimez comme d'autres, et certains nous ont écrit, certains nous ont appelé, que des hommes politiques auraient dû être effectivement au banc des accusés de ce tribunal. Non pas évidemment comme criminels, mais enfin ayant une part de responsabilité. Vous en pensez quoi? Oui, mais ça c'est une des questions aussi qu'il faudra purger à l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a des responsables politiques qui ont pris des décisions politiques avant le 13 novembre, pendant le 13 novembre, et qui... à certains moments, ont pu manquer de jugement. Et notamment, un exemple très très court, mais Manuel Valls reçoit une demande de la part de Squarcini, qui était à l'époque à la tête de la DCRI, l'équivalent de la DGSI aujourd'hui. Squarcini l'a lui-même reconnu. Voilà, exactement. Et il propose à Manuel Valls de lui donner, via les services syriens à l'époque, la liste des djihadistes français présents sur le sol syrien et qui seraient susceptibles de rentrer en Europe. Et Manuel Valls, en fait, refuse cette intermédiation en disant on ne discute pas avec le boucher de Damas. Bon, voilà, ça, c'est... Nous sommes en rupture diplomatique, nous sommes en rupture avec les Syriens, donc exactement. Tout ce que vient des Syriens, c'est nul et non avenu. Et ça, c'est presque de la non-assistance à personne en danger, si on pousse la logique jusqu'au bout. Alors écoutez, moi je peux faire un témoignage, mais évidemment il n'est pas question de prendre la parole de Bachar el-Assad à la lettre, mais j'étais, moi, à la veille du 13 novembre, on était avec des journalistes, un certain nombre de journalistes et de parlementaires en Syrie. Et on avait, je me rappelle, interrogé Bachar el-Assad qui avait dit cela. Il avait dit, mais vous savez, moi, il y a beaucoup de... Vous savez ce que nous avons subi. Enfin bon, évidemment, lui, il faisait sa
sa propagande à lui, mais il disait, nous avons communiqué effectivement aux autorités françaises une liste de gens qui est partis en France et qui allaient peut-être faire des attentats, et on nous l'a refusé. C'est-à-dire qu'il a confirmé à l'époque, mais c'était la veille exactement du 13 novembre, il a confirmé les dires de Squarcini, que Squarcini a eu a posteriori. Donc on peut se poser la question. Et pour vous, en fait, est-ce que c'est quelque chose avec lequel, vous savez, quand les gens ont dit, il faut vivre avec le terrorisme, comme aujourd'hui on vit avec le virus, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est recevable, ou vous dites quand même, il faut d'abord combattre le terrorisme, on combat le virus, on combat le terrorisme, ou bien c'est une espèce de volonté d'habituer, vous savez, que certains l'ont dit. Vous en pensez quoi? Non, mais ça c'est très intéressant parce que moi j'ai ouvert un compte Twitter pendant le procès du 13 novembre, et notamment pour poser des grandes questions qui pouvaient graviter autour du procès, et notamment cette question en fait qu'on peut résumer entre la résilience qui rentrerait presque en contradiction avec le besoin des hommes de résister. Et en fait, la résilience, c'est une injonction aujourd'hui assez commune dans notre société qui consiste à dire, aujourd'hui vous avez une externalité négative qui peut être, par exemple, le terrorisme, qui peut être à un moment donné les viols dans la rue, et tout ça, il faut faire avec. Et puis quelque part, on vous met à disposition des psychologues, des médecins, des indemnités, mais par contre, il faut accepter ce fait de société. Moi, je suis à l'opposé total de cette réflexion-là. Je pense que, au contraire, il faut résister face à des phénomènes comme ça. Il faut clairement expliquer que notre culture, notre contrat social n'accepte pas qu'en France, l'islam radical soit conquérant, que dans la rue, des jeunes filles puissent se faire agresser parce qu'elles sont vêtues comme elles le veulent, etc. Toutes ces questions-là, en fait, fabriquent justement, en tout cas, cette relation entre la résilience et la résistance. Moi, évidemment, je suis dans le camp de la résistance. Oui, et pas de la résilience, oui. Vous dites que la résilience, c'est une espèce, en fait, d'étouffoir de la résistance. Absolument. Quelque part. C'est un cache-sec, ça. Donc, vous n'êtes pas, si j'ai bien compris, Olivier Fischer, de la réponse qui consiste à faire des marches blanches, des bouquets, des chanter Imagine de John Lennon, et vous n'aurez pas ma haine, qu'a eu quelqu'un qui est donc justement un époux d'une des victimes du Bataclan en l'occurrence, mais il n'y a pas que lui. Vous, cette attitude, elle vous parle? J'aimerais que en fait toute l'énergie qu'on met et qu'on déploie justement pour ces marches blanches, pour cet esprit en réalité de pardon ou de pas d'amalgame, où vous n'aurez pas ma haine, etc. J'aimerais qu'on mette toute cette énergie-là beaucoup plus effectivement dans l'école pour éduquer des gens qui, en réalité, ont besoin d'être éduqués sur ces questions-là. Ça peut être l'école, ça peut être aussi la police, donner des moyens d'investigation aux services en France pour aller chercher au cœur de la population ceux qui... Pour aller prévenir. Voilà, ceux qui sont en rupture, ceux qui veulent commettre je pense que ça se fait quand des même. méfaits. Je pense ça se fait, mais ça se fait mieux déjà qu'en 2015, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il faut quand même renforcer, en tout cas, les moyens d'investigation. Ça, c'est. Vous estimez, en fait, Olivier, que on n'est pas assez résistant, on n'est pas assez conscient de ce qui peut-être revenir. Enfin, heureusement, ça n'a pas eu lieu, mais... Oui, pour faire le lien avec le procès, c'est notamment, moi, ce que j'ai beaucoup regretté pendant les 10 mois d'audience, c'est que, finalement, parmi les parties civiles, puisque... c'est quand même un événement qui a touché un cœur sociologique très particulier à Paris, on va pas se mentir, c'est plutôt les bobos de l'Est parisien. Les gens qui vont dans les cafés, dans les concerts, le théâtre, etc. Exactement, et en fait, j'ai beaucoup regretté que, quelque part, une parole tierce, peut-être une prise de hauteur un peu différente, puisse s'exprimer. Et c'est pour ça que moi, maintenant, je me suis exprimé dans les médias, je suis un peu sorti publiquement parce que ça me semblait important d'élargir le spectre politique et le spectre de la réflexion sur ce sujet.
Et vous estimez effectivement que il y aurait, en fait, il y a une prise de conscience beaucoup plus forte à avoir par rapport à ce phénomène, enfin, par rapport à ce danger-là, disons-le. Oui, une prise de conscience et puis s'imaginer que, en réalité, on le sait, hein, le mal est toujours là, est toujours ancré dans la société française, et que tant qu'on l'a pas effectivement combattu pied à pied, alors là c'est très bien, on a enfermé Salah Abdeslam à vie, il restera toute sa vie dans une prison en France, c'est très bien parce que c'est le moins, la moindre des choses finalement pour la société que de se protéger. Voilà, que de se protéger. Effectivement. Et au fond, vous, ce que vous dites maintenant, c'est voilà, soyons. Mais c'est très intéressant ce que vous avez dit entre résilience et résistance. Résilience, il faut faire attention parce que le résilience ne doit pas vouloir dire résignation. Mais au moins résistance, on sait où on est, on sait ce qu'on fait, c'est ça. Absolument. Et vous aujourd'hui, vous avez pris, comment dirais-je, vous êtes dans des associations, vous êtes dans des mouvements, ou bien simplement vous prenez la parole quand il faut et au moment où il faut pour affirmer vos positions, ou vous allez plus loin en créant, je ne sais pas moi, enfin dans des réseaux, etc. ou pas. Non, bah moi je suis quand même, voilà, je suis militant, patriote. Je considère qu'il faut défendre la France, qu'il faut affronter les ennemis de la nation, de notre contrat social, de notre culture, parce que ils existent. Parfois, c'est même des pays étrangers qui appuient sur les bons boutons justement pour fanatiser certains individus. Et tout ça, moi, je pense qu'il faut à la fois en avoir conscience, mais aussi le maintenir à distance. Et le maintenir à distance, c'est avoir des outils et avoir aussi des politiques qui sont capables de réagir. Oui, ça c'est encore une autre question. Vaste programme, comme disait le général de Gaulle. Juste une dernière question, Olivier Fischer. Qu'est-ce que vous avez réussi comment quand... Bon, c'est l'avocate de Salah Abdeslam, mais elle, en parlant de son client, elle a dit le contact était bon, c'est quelqu'un de très humain avec lequel on peut discuter et construire quelque chose. Ouais. Bon, ça, je crois que c'est des paroles d'avocat. Voilà, c'est une parole d'avocat, c'est des éléments de construction du récit autour de son client. Elle a essayé, elle a tenté de l'humaniser. Manifestement, elle n'a pas réussi puisque le juge n'a pas été convaincu par cette défense. Moi, je pense qu'il faut pas faire de Salah Abdeslam un symbole. Il faut pas focaliser toute notre attention sur cet individu-là. Il faut beaucoup plus prendre de hauteur. Il faut comprendre que derrière lui, une petite particule d'une grande machine. Derrière lui, il y a une forme de séparatisme en France qu'il faut combattre, le communautarisme, peut-être aussi freiner les flux migratoires pour savoir mieux intégrer justement les populations qui sont déjà chez nous. Absolument. Voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont, à mon avis, beaucoup plus importantes que de considérer telle ou telle personne. Merci Olivier Fischer, merci. Écoutez, je crois que c'est très important d'entendre des paroles de quelqu'un qui ne dit pas simplement voilà, je vais mettre des bougies et mettre des fleurs et des bouquets de fleurs. C'est très bien les bougies, c'est très bien les fleurs, c'est très bien Imagine de John Lennon. Mais c'est très bien d'être compatissant, bienveillant, résilient, mais peut-être que de temps en temps, faut peut-être réagir. Merci beaucoup. Merci à vous. Sud Radio André Berkoff.